Bonjour et bienvenue à cette nouvelle visite guidée virtuelle qui est consacrée à l'exposition temporaire Femmes des années 40. Loin de la postérité des hommes, les femmes et leurs actions ont souvent été oubliées ou peu valorisées, notamment dans le récit de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, qu'elles soient mères de famille, ouvrières, résistantes, juives, déportées ou encore collaborationnistes, les femmes ont dû se positionner, s'engager ou simplement tenter de survivre dans cette période troublée de l'histoire. À travers cette exposition, le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère revient pour la première fois sur l'histoire des femmes iséroises, de l'entre-deux-guerres à la Libération. Alors même que la société s'interroge aujourd'hui sur la place qui leur est dévolue, le musée souhaite mettre en lumière leur parcours, leurs choix et leur rôle en s'appuyant sur des travaux historiques renouvelés. Cette exposition est donc inédite et elle invite le visiteur à se plonger au cœur du quotidien des femmes des années 40. Cette exposition se divise en quatre parties et je vous propose de découvrir la première que nous avons nommée Vivre et survivre. Cette partie démarre pas en 1940 mais en 1930 puisqu'il nous paraissait essentiel de faire un petit pas en arrière pour pouvoir comprendre la suite. En effet, à la fin des années 1930, le déséquilibre démographique entre les hommes et les femmes, qui est hérité de la Première Guerre mondiale, est à peine résorbé. De fait, la natalité est en forte baisse partout en France. Malgré leurs revendications et les nombreux mouvements féminins suffragistes qui ont lieu depuis le milieu du XIXe siècle, les femmes n'ont pas obtenu l'égalité civile et politique. Et ce, en France, malgré leur forte implication dans l'effort de guerre entre 1914 et 1918, ou simplement comme chef de famille, puisqu'il a fallu remplacer les hommes partis combattre. Mais au cours des années 30, les hommes politiques cherchent à repeupler la France par une politique de soutien à la natalité et vont alors demander aux femmes d'être mères avant tout. C'est ce qui pourra expliquer en partie pourquoi les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Donc on est à la fois dans ce contexte d'une politique nataliste, dans un contexte où les femmes n'ont toujours pas obtenu le droit de vote, et dans un contexte de guerre, puisque les années 30 ont vu la montée des fascismes. La guerre est déclarée en septembre 1939, et le maréchal Pétain va instaurer en juillet le régime dit de Vichy, après avoir signé l'armistice le 22 juin 1940. Et c'est très important puisque ce régime va vraiment contribuer à redéfinir le rôle de la femme dans un contexte nouveau de conflit mondial. Ce qu'il est important de mettre en lumière dans ce contexte de guerre, dans ce contexte de conflit mondial, c'est que les hommes partent. Et il faut savoir que les femmes sont alors largement dépendantes de leurs époux et elles vont se retrouver seules au moment de la mobilisation générale de 1939. Il faut savoir que plus d'1,5 million d'hommes vont rester prisonniers en Allemagne suite à la signature de l'armistice. Plus tard, en 1942, la mise en place du système de la relève, qui devait permettre le retour des prisonniers en échange d'une main-d'œuvre pour l'industrie allemande, va redonner de l'espoir aux femmes un bref instant. La relève s'avère être un échec. Celui-ci, cet espoir est anéanti par l'instauration du service du travail obligatoire en février 1943 qui ajoute à l'absence des pères celle des fils qui sont réquisitionnés en Allemagne ou alors contraints d'entrer dans la clandestinité. Donc savoir que ces femmes, censées être mères de famille, censées participer à cette politique de la natalité, vont devoir remplacer les hommes et devenir une nouvelle fois les chefs de famille. Ceci va entrer en contradiction avec justement la politique du régime de Vichy, à savoir donc cette volonté de faire des femmes des mères de famille avant tout. En effet, l'État français va édicter une série de décrets et de lois qui visent à restreindre la place des femmes dans la société et à les confiner au sein du foyer. Pourtant, le manque de main-d'œuvre contraint Vichy à réautoriser l'emploi des femmes. Il va y avoir un certain nombre de lois qui vont successivement interdire ce travail et puis le réautoriser. Il y a aussi une mise en place de textes fondés sur la différence et la complémentarité des sexes, qui tendent à restituer la famille dans toute sa force et sa stabilité. La notion de famille est vraiment au cœur de l'idéologie vichiste. En effet, la femme doit procréer et assurer l'éducation des enfants, et le mari diriger le foyer et subvenir aux besoins de la famille. Le régime de Vichy va également accroître son contrôle sur le corps féminin et va œuvrer contre les pratiques contraceptives et le recours à l'avortement. Parallèle donc à ce régime de Vichy qui va vraiment donner une place très spécifique à la femme et qui va rentrer en contradiction avec l'absence des hommes, il va y avoir un autre élément qui est vraiment très très important à cette période et qui va vraiment contraindre également la place des femmes, c'est la question des jours sans. En effet, suite à la signature de l'armistice, la France doit verser aux Allemands une amende journalière, des tonnes de charbon et un certain nombre d'autres denrées alimentaires.
Les produits de première nécessité viennent à manquer. Et le rationnement, le système du rationnement, va entrer en vigueur le 23 septembre 1940. Celui-ci est censé pallier justement, ou en tout cas absorber ce manque pour une meilleure répartition des denrées en fonction d'une catégorie à laquelle chaque personne va appartenir. Mais ce système de rationnement ne suffit pas, donc le système D, le système débrouille va se développer, mais également le marché noir qui va devenir une des sources principales de ravitaillement parallèle. L'usage du troc, mais aussi du vol, vont se multiplier. Donc on est vraiment dans une situation compliquée où la population, donc là majoritairement féminine, va être en souffrance. On va d'ailleurs avoir des premières manifestations ménagères qui vont s'organiser à partir de 1941. Ces manifestations sont bien sûr organisées en zone sud et elles sont là pour protester contre le rationnement qui est en train de s'intensifier. Et c'est pour certaines un premier acte de résistance. L'objectif de cette exposition et de mettre en lumière les différents types de choix, les différents parcours qui ont pu être choisis par les femmes. Donc il nous semblait très important de parler de la collaboration. En effet, le régime de Vichy s'engage dès octobre 1940 dans une collaboration d'État qui doit permettre, entre guillemets, d'atténuer le régime d'occupation. Certains Français vont s'engager dans des organisations collaborationnistes et les plus déterminés vont rejoindre l'organisation paramilitaire de la milice française. Il faut savoir qu'il y a différentes formes de collaboration. La collaboration la plus intensive avec ces personnes qui vont rejoindre la milice, mais il y a également une forme de collaboration économique. Les industries et les grandes entreprises vont également être encouragées à collaborer économiquement avec l'occupant. En Isère, on a l'exemple de la biscuiterie Brun, qui était située à Saint-Martin-d'Hères et dirigée par Claire Darétouche, qui, elle, va embrasser pleinement la volonté du régime de Vichy et va collaborer avec Vichy et l'occupant. Après la guerre, c'est un chiffre qui est assez important, 1/5 des collaborateurs qui vont être poursuivis sont des femmes. Cette nouvelle partie est consacrée aux femmes qui, elles, ont fait le choix de résister et de combattre. Il y a plusieurs formes, entre guillemets, de résistance que nous avons essayé de symboliser et de représenter dans l'exposition. Le premier portrait et première forme de résistance, c'est ces femmes que nous avons appelées les pionnières. Donc ce sont deux femmes en Isère, Marguerite Gonnet et Marie Renoir, qui n'ont pas supporté la défaite de la France, qui ont refusé l'armistice et l'idéologie du régime de Vichy. Ces femmes vont faire le choix de l'opposition clandestine et vont s'engager dans le premier combat, celui qu'on appelle le combat des idées, donc qui se matérialise par la distribution de tracts et de journaux, l'organisation de réunions secrètes. En Isère, donc je le disais, Marie Renoir et Marguerite Gonnet vont prendre la tête des mouvements Combat et Libération Sud dès 1941. Toutefois, moins nombreuses que celle des hommes, l'action des femmes a souvent été perçue comme secondaire et elles ont souvent été cantonnées à des rôles non décisionnels. Une autre forme de résistance qui, là, est beaucoup plus répandue, on va dire, chez les femmes, c'est ce qu'on appelle la résistance du quotidien. En effet, si les hommes résistants sont plutôt recrutés dans les anciens réseaux politiques, les femmes vont davantage s'engager par le biais de leur milieu personnel ou professionnel. Les métiers alors traditionnellement dévolus aux femmes deviennent déterminants dans l'organisation de la lutte armée, notamment des secrétaires de mairie qui ont accès aux formulaires et aux tampons, ou encore des infirmières qui vont se dédier au réseau de résistance. Elles sont également recrutées comme agents de liaison parce qu'insoupçonnables et difficilement repérables. Elles vont transporter des denrées, des armes ou des tracts entre les maquis ou les membres d'un même réseau. Beaucoup plus rare, il y a également des femmes combattantes. En effet, dès 1938, une loi sur la nation en guerre envisage la mobilisation des Françaises. Et au printemps 1940, l'armée est autorisée à recruter des femmes dans toutes les unités. Le premier corps des volontaires françaises est créé en novembre 1940 à Londres. En 1942, suite au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord et face au manque d'hommes, le recrutement d'auxiliaires féminines s'étend. Elles sont peu nombreuses lorsque s'engage la lutte armée dans la France occupée. Elles sont également minoritaires dans les maquis et la plupart du temps infirmières. Cependant, certaines femmes n'en sont pas moins des combattantes avérées, à l'image notamment de Gabrielle Giffard ou de Paulette Jacquet. La libération des maquisardes et des femmes engagées au sein des forces françaises libres poursuivent l'occupant jusqu'à sa défaite. Enfin, certaines femmes vont résister face aux persécutions. À partir de l'été 1942, les premières rafles de juifs sont organisées en zone nord, puis en zone sud. Le sauvetage des enfants devient alors une priorité pour les organisations juives et non juives. Ces organisations sont marquées par une forte présence féminine, notamment la section iséroise de l'œuvre de secours aux enfants, celle des éclaireurs israélites de France, le mouvement de la jeunesse sioniste grenoblois ou la commission intermouvement auprès des évacués. Mais il y a également des organisations non juives, telles les Sœurs de Notre-Dame de Sion et la communauté religieuse rassemblée autour de l'abbé Pierre. En parallèle de leur propre initiative, certaines femmes vont cacher et nourrir des enfants pendant toute la guerre.
En Isère, sur 123 personnes, elles sont 73 à obtenir le statut de juste parmi les nations, qui est décerné par le mémorial de Yad Vashem en Israël. Au sein de l'exposition, nous consacrons également une partie aux femmes déportées. En effet, les femmes étrangères ou françaises, dites indésirables, des résistantes ou des juives vont subir elles aussi les affres de la déportation. En France, elles sont internées dans les camps du régime de Vichy ou sont notamment déportées vers les camps de concentration de Ravensbrück et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ravensbrück en Allemagne est le principal camp de concentration qui est dédié aux femmes. La plupart des femmes qui y sont envoyées sont des résistantes, les femmes juives étant à partir de 1942 envoyées directement à Birkenau. Enfin, cette dernière partie est consacrée aux femmes et à la libération. Immédiatement après la libération, il a été mis en place ce qu'on appelle l'épuration. En effet, les violences épuratoires manifestées à la libération traduisent la volonté de la population de débarrasser rapidement le pays des traîtres des deux sexes. Dès l'été 1944, les femmes suspectées d'avoir collaboré avec les Allemands sont tondues, dénudées puis exhibées sur la place publique. Une nouvelle vague de tonte va avoir lieu au printemps 1945, alors que les nombreux prisonniers de guerre dont on parlait dans la première partie, ces prisonniers de guerre français, reviennent et suspectent leurs femmes d'adultère. Le nombre de divorces explose entre 1945 et 1948 et leurs jugements sont majoritairement favorables aux hommes. Dès l'été 1944, des femmes sont condamnées par les commissions d'épuration mises en place pour enquêter sur les actes de collaboration. Les mères des quelques 100 000 enfants nés de relations franco-allemandes sont immédiatement punies pour leur comportement. Mais avec leurs enfants, elles connaissent surtout l'opprobre après-guerre. Nous l'avons vu, la place de la femme a été singulière et particulière au cours de la guerre, à la fois femme qui devient chef de famille, femme qui prend la place de l'homme entre guillemets au travail, puisqu'il faut de la main-d'œuvre, mais également femme résistante. La question de la reconnaissance est centrale. En effet, à la Libération, la question du droit de vote des femmes n'est pas abordée au sein du programme établi par le Conseil national de la résistance. Mais malgré tout, l'ordonnance signée par le général de Gaulle pour le Comité français de libération nationale en 1944 leur accorde ce droit. Je cite : « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. » Les Françaises votent pour la première fois le 29 avril 1945 et 33 femmes sur 586 députés entrent à l'Assemblée constituante. En parallèle, le grand chantier juridique et administratif ouvert à la libération afin que soit reconnu l'engagement des Français dans la résistance laisse largement les femmes de côté. Les actions armées de la résistance auxquelles elles ont plus faiblement participé ont été davantage valorisées. Elles sont alors peu nombreuses à se sentir légitimes pour faire reconnaître leurs actions. Absentes des plaques de rue et des monuments commémoratifs, les femmes bénéficient d'une reconnaissance tardive. À Grenoble, l'avenue Marie-Renoir est la première à être nommée en l'honneur d'une résistante en 1968, alors que Marguerite Gonnet n'est honorée qu'en 2014. En 2015, ce sont deux résistantes qui vont entrer au Panthéon, à savoir Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonios. En 2018, c'est Simone Veil, ministre et ancienne déportée, qui rentrera également au Panthéon. Et disons que ces nouvelles entrées au Panthéon vont participer au rééquilibrage mémoriel. Nous concluons cette exposition, pas par une conclusion, mais par une question posée. La libération a-t-elle libéré les femmes ? Le gouvernement de la Libération n'accorde pas de droit nouveau aux femmes au-delà de celui de voter. Les lois interdisant l'avortement et la contraception sont maintenues, afin de reconstruire et de repeupler le pays après 2 conflits mondiaux. La création clandestine du premier centre du planning familial a lieu à Grenoble le 10 juin 1961, alors que la contraception n'est légalisée qu'à partir de décembre 1967. Le Code civil français reste profondément inégalitaire, et ce n'est qu'en juillet 1965 que les femmes obtiennent le droit d'ouvrir un compte en banque, sans le consentement de leur mari. Le mouvement de libération des femmes émerge dans les remous de mai 1968. Cette deuxième vague féministe est marquée par des revendications centrées sur la question du corps, de la sexualité et du refus de toute forme de violence faite aux femmes. L'avortement est finalement dépénalisé par la loi Veil le 19 janvier 1975. En 1982, la Journée internationale des femmes du 8 mars est célébrée pour la première fois officiellement à l'instigation d'Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme entre 1981 et 1986. En 2017, le mouvement MeToo amène dans le débat public la question du harcèlement et des violences faites aux femmes, amorçant peut-être une 3e vague dans le combat des femmes pour l'égalité et la liberté.